Weissaniwanzus, Prague, Empire austro-hongrois. Václav Černý était le photographe portraitiste le plus recherché de Bohême, célèbre pour capturer l'âme de ses sujets avec une intensité surnaturelle. Mais l'enquête de police révéla l'horrible vérité. Il ne photographiait pas l'âme de ses modèles, il photographiait leur mort, car chaque séance se terminait par leur dernier souffle. Mettez un like immédiatement si vous voulez découvrir comment un artiste respecté a transformé son studio en chambre de torture photographique et commentez depuis quel pays vous nous regardez, parce que ce que nous avons trouvé dans les archives secrètes de la police impériale de Prague va redéfinir votre compréhension de l'art macabre et de l'obsession photographique poussée jusqu'au meurtre. Que cette affaire a été classifiée ultra secrète par les autorités austro-hongroises pendant 153 ans pour protéger la réputation artistique de Prague. Nous avons obtenu l'accès exclusif aux plaques photographiques originales, aux journaux personnels terrifiants et aux témoignages qui révèlent pourquoi Václav Černý était secrètement appelé « le voleur d'âmes » par la communauté artistique pragoise. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous montrer comment la passion artistique peut devenir l'obsession la plus meurtrière et comment la beauté peut masquer l'horreur la plus pure. Václav Černý avait exactement 34 ans en janvier 1870 quand il dirigeait le studio photographique le plus prestigieux de Prague, situé dans le quartier artistique de Malá Strana, face au château impérial. Formé aux techniques photographiques révolutionnaires à Paris et Vienne, il était universellement reconnu dans tout l'empire austro-hongrois pour son talent extraordinaire à capturer ce qu'il appelait l'essence spirituelle profonde de ses sujets avec une intensité émotionnelle que ses contemporains décrivaient comme surnaturelle. Václav représentait l'avant-garde artistique de Prague à son apogée, m'explique l'historien de l'art Dr Pavel Novak depuis les archives nationales tchèques. Il combinait la maîtrise technique parfaite avec une vision artistique révolutionnaire qui transcendait la simple reproduction photographique. Ses portraits possédaient une profondeur psychologique, une capture de l'âme qui faisait que les familles nobles de tout l'Empire se déplaçaient spécialement à Prague pour être immortalisées par son objectif magique. La juxtaposition était parfaite pour masquer ses véritables méthodes. Un artiste visionnaire qui révolutionnait l'art du portrait photographique, créant des œuvres d'une beauté et d'une intensité émotionnelle inégalées, attirant l'élite intellectuelle et aristocratique de Centrale Europe dans son studio réputé pour ses miracles photographiques. Vous avez déjà été fasciné par un artiste dont le talent semblait transcender les limites humaines normales. Alors vous comprenez comment toute la société pragoise cultivée a pu être hypnotisée par le génie apparent de Václav. Mais ce que vous ne pouvez pas encore imaginer, c'est comment cette magie artistique reposait sur une méthode qui transformait chaque séance photographique en rituel de mort lente et d'agonie capturée. Václav travaillait seul dans son studio, assisté uniquement de sa sœur cadette Anna Černá, 28 ans, qui servait d'assistante technique et de préparatrice de modèles. Ensemble, ils formaient l'équipe artistique la plus mystérieuse et la plus admirée de Prague, créant des portraits d'une intensité que même les plus grands peintres de l'époque n'arrivaient pas à égaler. Faisons directement vers septembre 1872, exactement 2 ans et 8 mois après le début de ce que les archives policières appellent la période des portraits de l'agonie, quand l'inspecteur impérial Johann Kratochvil arrive au studio Černý pour enquêter sur la disparition mystérieuse de la baronne Maria von Habsburg, qui était venue poser pour un portrait de famille et n'était jamais rentrée chez elle. Mais nous devons absolument retourner vers février 1870, au tout début de l'obsession de Václav, pour comprendre comment un photographe talentueux est devenu le serial killer le plus sophistiqué artistiquement de l'histoire européenne. Le studio Černý recevait en moyenne 15 clients par semaine, familles aristocratiques voulant immortaliser leur lignée, bourgeois prospères désirant des portraits de prestige, artistes et intellectuels cherchant à capturer leur essence créatrice. Contrairement aux autres photographes de Prague qui produisaient des portraits de statiques et conventionnels, Václav créait des images d'une intensité psychologique bouleversante. Ces portraits révélaient des aspects de la personnalité que même les proches des modèles n'avaient jamais remarqués, me confie l'historienne de la photographie Dr Marie Svobodova. Il y avait dans ces images une profondeur émotionnelle, une capture de l'instant décisif de l'âme qui dépassait tout ce qui se faisait en photographie à cette époque. Ses clients repartaient avec des portraits qui semblaient plus vrais que leurs propres reflets dans le miroir.
Mais dès le printemps 1870, certains détails troublants commencent à attirer l'attention de quelques observateurs attentifs. Le docteur František Veselý, médecin de famille de plusieurs clients de Václav, remarque que beaucoup de personnes qui ont posé chez le photographe développent des fatigues inexpliquées et des mélancolies profondes dans les semaines suivant leur séance. Partagez cette vidéo si vous commencez à soupçonner la méthode terrifiante de ce génie photographique. Été 1870. Les premiers cas inquiétants commencent à être signalés. Madame Elena Dvořáková, épouse d'un riche industriel, pose pour un portrait de famille avec ses 3 enfants. Le portrait final est d'une beauté saisissante, mais dans les jours suivants, Madame Dvořáková tombe dans un état de faiblesse extrême et meurt mystérieusement en moins d'une semaine. Quand sa famille examine le portrait, il découvre quelque chose de troublant. Dans les yeux de Elena, sur la photographie, il y a une expression de terreur pure que personne n'avait remarquée pendant la séance, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible au moment exact où l'objectif avait capturé son image. Automne 1870. D'autres cas similaires se multiplient. Le comte Édouard Kinsky pose pour un portrait officiel. L'image finale est magistrale, mais le comte meurt dans son sommeil 3 jours après la séance, sans cause médicale identifiable. Sur son portrait, ses yeux semblent fixer quelque chose au-delà de l'objectif, avec une expression d'agonie à peine perceptible. Hiver 1871. Le pattern devient plus évident pour ceux qui cherchent. Sur 15 clients qui posent chez Václav, 8 meurent dans le mois suivant leur séance, tous dans des circonstances naturelles mais inexpliquées. Les portraits posthumes révèlent tous la même caractéristique troublante, une expression de souffrance cachée dans le regard, invisible pendant la séance, mais capturée par l'objectif. Printemps 1872. Anna Tcherna, l'assistante sœur de Václav, commence à montrer des signes de détresse psychologique. Elle confie au prêtre local, sous le secret de la confession, que son frère a développé des méthodes photographiques particulières pour capturer l'essence vitale des modèles au moment de leur plus grande vulnérabilité. Ce que Anna ne révèle pas encore, c'est la véritable nature de ces méthodes particulières. Retournons maintenant à cette inspection de septembre 1872 qui va révéler l'atelier secret de Václav. L'inspecteur Kratochvil arrive au studio un mardi matin, officiellement pour une enquête de routine sur la disparition de la baronne von Habsburg. Václav l'accueille avec la courtoisie professionnelle d'un artiste habitué à recevoir la haute société, mais quelque chose dans son comportement frappe l'inspecteur comme artificiellement calme. « Je souhaiterais voir votre studio et comprendre vos méthodes de travail », demande Kratochvil. « Bien sûr, inspecteur, mais vous devez comprendre que mes techniques sont révolutionnaires et demandent certaines préparations spéciales que mes clients acceptent pour obtenir des résultats artistiques supérieurs, répond Václav. C'est à ce moment que Kratochvil va découvrir que le studio de Václav n'est pas un simple atelier de photographe, mais un laboratoire de torture artistique. Artot. Tomasz Prochaska, médecin légiste qui a examiné les corps en 1872, nous révèle des détails jamais publiés sur les découvertes dans le studio secret de Václav. Ce que nous avons trouvé était un système de torture lente, parfaitement déguisé en processus artistique, m'explique Dr Prochaska depuis les archives médicales de Prague. Václav avait développé ce qu'il appelait la photographie de l'agonie créatrice, une méthode qui consistait à placer ses modèles dans des états de souffrance physique et psychologique progressifs pour capturer ce qu'il considérait comme l'expression la plus authentique de l'âme humaine. Selon Dr Prochaska, l'analyse des corps révèle des méthodes sophistiquées. Il utilisait des drogues végétales pour paralyser partiellement ses modèles tout en gardant leur conscience intacte. Puis il employait des techniques de privation d'oxygène contrôlées, des pincements nerveux précis, des piqûres d'aiguilles dans des points de douleur spécifiques. Tout était calculé pour produire une agonie maximale sans trace visible, pendant que l'appareil photographique capturait chaque nuance de souffrance. Inspecteur Johann Kratochvil, qui a dirigé l'enquête, explique la logistique horrifiante de l'opération. Le studio de Václav était divisé en 3 salles. La première était la réception élégante où les clients étaient accueillis. La deuxième était l'atelier apparent où se déroulaient les premières poses normales. Mais la troisième salle, cachée derrière un rideau de velours, était ce qu'il appelait le sanctuaire de la vérité photographique. Dans cette salle secrète, continue Kratochvil, nous avons trouvé un appareil photographique spécialement modifié pour les prises de vue prolongées,
des instruments de contrainte déguisés en accessoires artistiques et surtout une collection de plus de 200 plaques photographiques montrant des expressions d'agonie pure sur les visages de ses victimes. Commentez si vous réalisez l'horreur artistique de cette obsession photographique. Docteur. Eva Orakova, psychiatre qui a étudié les journaux personnels de Václav, révèle sa psychologie. Il était convaincu que la souffrance révélait la beauté authentique de l'âme humaine. Dans ses écrits, il explique que seule l'agonie peut arracher le masque social et révéler la vérité spirituelle profonde que l'art doit capturer. Václav justifiait ses actions par une philosophie artistique tordue, révèle Dr Orakova. Il prétendait accomplir une mission esthétique supérieure, en immortalisant l'instant exact où l'âme se révèle dans sa nudité absolue face à la souffrance. Pour lui, tuer ses modèles était un acte créateur suprême. Anna Tcherna, dans ses confessions recueillies après son arrestation, décrit la progression de l'obsession de son frère. Au début, Václav cherchait simplement à capturer des expressions plus naturelles. Il demandait aux modèles de penser à des souvenirs tristes pendant la pose, puis il a commencé à leur infliger de petites douleurs pour révéler leur vraie nature. Progressivement, la douleur est devenue torture et la torture est devenue meurtre. Je l'aidais parce que je croyais en son génie artistique, confesse Anna. Quand il me montrait les portraits qu'il créait, j'étais ébloui par leur beauté surnaturelle. Je ne réalisais pas que cette beauté venait du fait qu'il photographiait littéralement l'âme au moment où elle quittait le corps. Professeur Karel Dvořák, historien de l'art spécialisé dans l'art macabre, analyse l'aspect esthétique. Les photographies de Václav sont techniquement parfaites et esthétiquement révolutionnaires. Même aujourd'hui, en connaissant les circonstances de leur création, on ne peut nier leur impact artistique bouleversant. C'est ce qui rend cette affaire si troublante. Le génie et l'horreur étaient indissociables. Souvenez-vous de cette expression de terreur que la famille Dvořáková avait remarquée dans les yeux de Helena sur son portrait posthume. L'enquête révélera que Václav avait développé une technique qu'il appelait la photographie de l'instant de révélation, capturer le moment exact où ses victimes réalisaient qu'elles allaient mourir. Puis retournons à cette inspection cruciale de septembre 1872, quand l'inspecteur Kratochvil découvre le sanctuaire secret de Václav. Dans la troisième salle cachée, Kratochvil trouve la baronne von Habsburg encore vivante, mais dans un état terrifiant. Elle est attachée à une chaise photographique spécialement conçue, avec des dispositifs de contrainte dissimulés dans un décor artistique élégant. Des aiguilles fines sont plantées dans des points nerveux précis de son corps, et son visage révèle une agonie contrôlée. « Inspecteur, vous interrompez une séance cruciale », explique Václav avec l'enthousiasme d'un artiste passionné. La baronne est en train de révéler son essence spirituelle la plus profonde. Regardez ses yeux. N'avez-vous jamais vu une expression d'une telle authenticité? C'est cela, la vraie photographie d'art. L'appareil photographique est positionné pour capturer chaque nuance de souffrance sur le visage de la baronne. Sur une table adjacente, des dizaines de plaques photographiques montrant la progression de l'agonie au fil des heures. « Depuis combien de temps torturez-vous cette femme ?» demande Kratochvil horrifié. « Je ne torture pas, inspecteur, je révèle. Chaque séance dure exactement 14 heures, le temps nécessaire pour que l'âme abandonne tous ses masques sociaux et révèle sa vérité nue. La mort finale n'est que l'apothéose artistique de ce processus de révélation. » Kratochvil découvre alors les archives complètes de Václav. 847 plaques photographiques documentant méticuleusement 73 séances de révélation sur 2 ans et demi. Chaque série montre la progression complète d'un visage normal vers l'agonie pure, capturée avec une précision technique et une beauté esthétique troublante. Vous commencez à comprendre l'obsession morbide de Václav. Il avait transformé le meurtre en processus artistique, justifiant ses crimes par une philosophie esthétique qui élevait la souffrance au rang d'art suprême. Mais ce que révèle l'enquête approfondie va montrer que Václav n'était pas un fou solitaire. L'enquête révèle que Václav avait vendu ses œuvres d'art macabre à une clientèle internationale de collectionneurs privés qui payaient des fortunes pour posséder des photographies de l'agonie authentique. Ces archives commerciales montrent des transactions avec des clients à Londres, Paris, Vienne, même New York. Mais voici le plot twist que personne n'avait anticipé. Václav n'agissait pas par obsession artistique solitaire. Il dirigeait le premier réseau international de snuff art, un commerce d'œuvres d'art créé par le meurtre,
servant une clientèle d'élite européenne qui collectionnait la souffrance humaine comme d'autres collectionnèrent les peintures. Les documents saisis révèlent des commandes spécifiques. Collectionneur de Londres demande série photographique de l'agonie d'une aristocrate. Client de Paris paie prime pour documentation complète de la mort d'un enfant. Acheteur de New York recherche expression d'agonie féminine pour collection privée. Il n'était pas un artiste fou, révèle aujourd'hui Dr Prochaska. Il était l'entrepreneur d'une industrie de l'art macabre qui transformait le sadisme de l'élite en œuvre d'art collectionnable. Abonnez-vous si vous voulez connaître l'étendue de ce réseau et son influence sur l'art contemporain. Le procès de Václav Černý commence en mars 1873. Officiellement, il est condamné à mort pour meurtre multiple avec préméditation. Mais les archives révèlent une vérité différente. Václav a été secrètement transféré vers un laboratoire gouvernemental où ses techniques photographiques ont été étudiées et adaptées pour l'interrogatoire et la torture politique jusqu'en 1895. Ces méthodes de capture de l'agonie ont directement inspiré les techniques d'interrogatoire utilisées par les services secrets austro-hongrois. Anna Černá a été officiellement internée pour folie, mais en réalité recyclée dans un réseau de photographes spécialisés qui documentaient les exécutions politiques pour des archives gouvernementales secrètes. Le studio Černý a été transformé en école de photographie documentaire, où des agents gouvernementaux apprenaient les techniques de Václav pour documenter les interrogatoires et les exécutions. Aujourd'hui, des historiens de l'art découvrent que les innovations techniques de Václav ont révolutionné la photographie documentaire et que ces méthodes de capture de l'instant décisif sont encore enseignées dans les écoles de photojournalisme sans que les étudiants connaissent leur origine meurtrière. Et plus troublante encore, en 2019, une enquête internationale a révélé l'existence de studios photographiques privés où des clients fortunés paient pour assister à des séances d'art extrême impliquant torture et meurtre, directement inspirés des méthodes de Václav. L'héritage de Václav Černý continue. Son modèle de transformation de la souffrance en art est encore utilisé par des réseaux contemporains qui exploitent le snuff art pour une clientèle internationale d'élite. Ma question troublante: combien d'œuvres d'art dans les collections privées mondiales ont été créées par des méthodes similaires? Combien de génies artistiques cachent des méthodes criminelles? Et plus troublant, la prochaine fois que vous admirez une photographie d'une intensité émotionnelle surnaturelle, comment pouvez-vous être sûr que cette beauté n'a pas été créée par la souffrance? En 2023, exactement 153 ans après les premiers meurtres, Interpol a publié un rapport confidentiel estimant que le snuff art pourrait représenter un marché de plus de 500 millions de dollars par an, principalement alimenté par des collectionneurs privés qui paient pour des œuvres créées par la torture et le meurtre. L'histoire de Václav Černý, le photographe des derniers souffles, n'est pas qu'un cauchemar du passé artistique. C'est un manuel d'instruction que des artistes criminels contemporains continuent d'adapter avec les technologies numériques du XXIe siècle. Si cette histoire vous a bouleversé, si vous réalisez maintenant les dangers cachés derrière certaines innovations artistiques, partagez cette vidéo et commentez si vous pensez que des artistes similaires pourraient exister aujourd'hui. Votre vigilance pourrait protéger des vies innocentes. Parce que l'histoire du photographe des derniers souffles nous enseigne la leçon la plus importante sur l'art. Parfois, les œuvres les plus belles cachent les méthodes les plus horrifiantes, et le génie artistique peut devenir l'alibi parfait pour les crimes les plus monstrueux. Dans la prochaine fois que vous admirez une œuvre d'art d'une beauté impossible, posez-vous cette question essentielle. Et si cette impossibilité venait du fait qu'elle a été créée par des moyens interdits à l'humanité normale?